Merci Martichoux, d'être vous allez avec... bien? Oui, très bien. Vous tombez en pleine annonce du gouvernement. Ça va être officialisé dans les minutes, les heures qui viennent, mais on a déjà un certain nombre d'informations. Vous en êtes vous êtes au gouvernement? Non, vous ne seriez pas Non, avec moi ce matin? non, il n'y a pas Non, de surprise d'accord, quand il n'y a même. pas de surprise. L'ouverture n'ira pas jusque-là, mais ça constitue un coup d'accélérateur dans cette semaine politique qui est importante parce que enfin, on va connaître le gouvernement Borne 2 après l'annonce il y a 6 semaines du premier gouvernement, et on va voir comment ça se passe à l'Assemblée avec la présentation au Conseil des ministres du pouvoir d'achat, du projet de loi pouvoir d'achat. On va en parler ensemble. Et puis, il va y avoir mercredi, je donne des rendez-vous, qu'on suivra bien sur LCI, le discours de politique générale. Le gouvernement, on sait déjà qu'Olivier Grégoire quitte le porte-parole information LCI, pour rejoindre Bruno Le Maire à Bercy, où elle sera chargée du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Le porte-parole sera Olivier Véran, toujours information LCI. Bruno Le Maire lui-même confirme qu'il restera aux manettes de l'économie et des finances. François Braun, alors ça n'est pas encore confirmé, remplacerait Brigitte Bourguignon à la santé. C'est important. C'est un homme de terrain, François Braun. C'est le président du SAMU. Est-ce que ce serait l'homme de la situation si ce devait être confirmé? Est-ce que ça va dans le bon sens, dans le sens de l'efficacité sur un sujet qui est très important, la santé? Alors d'abord sur le gouvernement d'une manière générale. Le président de la République souhaitait donner un signe aux Français, comme quoi il avait entendu la colère qui s'est exprimée lors des élections présidentielles et législatives. Il a voulu donner des signes d'ouverture, notamment dans la composition de son gouvernement. Mais franchement, entre nous, on a plutôt le sentiment qu'on prend les mêmes et on recommence. Et c'est pas avec des petites taches de couleur que l'on met dans un gouvernement comme sur un tableau que l'on donne des signes d'ouverture. C'est en prenant des mesures et en réorientant profondément sa politique que l'on répond aux demandes des Français, et notamment sur la question des salaires et des retraites, puisque cette question du pouvoir d'achat est essentielle. Les questions de la santé font partie des principales préoccupations de nos concitoyens aujourd'hui. Il y a un peu plus de 100 services d'urgence qui sont fermés. Enfin, les gens ne seront plus soignés à proximité et quand ils en ont besoin. La mission Flash a fait quelques préconisations. La mission Flash, précisément, avait été confiée à François Braun. Mais ce que vous nous dites, c'est que peu importe le casting, ce seront sur les actes Mais bien que sûr, vous jugerez. et c'est la politique qui va être menée qui est déterminante. Mais donc ces signes-là, j'allais vous demander précisément, à quel signe jugerez-vous que Emmanuel Macron, dans la composition du gouvernement, a pris acte du résultat des législatives? Vous dites c'est pas là qu'on le verra. Non, ce n'est pas la composition du gouvernement qui fait la différence, ça va être le discours de politique générale et surtout la proposition de loi contenant des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat. Et nous en avons déjà aujourd'hui quelques éléments. Il n'y a rien pour les salaires et les retraites. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a sur 170 branches professionnelles de plus de 100 000 salariés, il y en a 120, hier je me suis trompé, j'ai dit 106. En fait, il y a 120 branches professionnelles où le salaire... Je crois qu'il y en a 117, hein, si on ouais. veut l'être précis. Il y a 117 branches professionnelles où le salaire minimum est inférieur au SMIC. Parmi ces salariés, il y a les coiffeurs où le salaire est inférieur au SMIC. Et que dit le patronat, les responsables de la branche professionnelle? Ils disent on verra en septembre, on mettra ce sujet dans les discussions. Mais enfin, si je peux me permettre l'expression, il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. Il faut avancer. Il faut tout de suite prendre des décisions d'augmentation du SMIC et au moins dans toutes ces branches professionnelles que le salaire minimum soit aligné sur le SMIC. C'est une décision que l'on doit prendre dès le mois de juillet. Et ça va toucher beaucoup de salariés. Sur ce pouvoir d'achat, projet de loi présenté donc cette semaine. Quand même, on en saura plus en écoutant le discours de politique générale mercredi d'Elisabeth Borne. Ce sera ça la feuille de route. On n'aura peut-être pas dans le détail très précis des mesures, mais ça donnera le ton, comme on dit. Est-ce qu'elle doit ou pas soumettre son discours après à un vote de confiance? Mais bien sûr, enfin, c'est plus que d'usage. Je crois que sous la Ve, il y a eu une fois où un Premier ministre n'a pas soumis son discours à un vote de confiance pour un nouveau... Il y a plein de Premiers ministres qui ne l'ont pas mis. Non, c'est arrivé très rarement.
et à l'issue d'un nouveau gouvernement et d'une nouvelle élection. Non, là, c'est quand même une séquence électorale nouvelle, avec une élection présidentielle, des élections législatives, et donc les Français qui ont exprimé quelque chose de très fort quand même, et pendant toute la campagne, ils ont mis la question sociale et celle du pouvoir d'achat en tête de gondole de leurs préoccupations, et donc on attend une nouvelle politique. Et c'est le démarrage d'une nouvelle période. On est à la veille des vacances, beaucoup de monde attendent de savoir s'il va y avoir un peu plus dans leur assiette, dans le frigo et dans leur porte-monnaie, et donc oui, elle doit tenir un discours important, fort, attendu, et mettre ce discours au vote des députés. Mais vous voterez contre, vous voterez pour, vous abstiendrez? Mais j'en sais rien, mais j'attends de voir ce qu'il y a dedans. Il y a des membres de la NUP, nombreux, notamment LFI, qui disent on votera contre. Je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois, et j'attends de voir ce qu'il y aura dedans dans ce discours. Sortez de l'ambiguïté. Est-ce que vous pourriez voter pour ou vous abstenir? Franchement, vous venez de nous dire il y aura ce qui sera important. Vous ne me ferez pas dire comment nous voterons mercredi sans que nous ne connaissons ce qu'il y a dans le menu. Mais enfin, Madame Martichoux, vous avez rencontré Elisabeth Borne, elle vous a semblé... Mais on a rencontré, André Chassaigne a rencontré Elisabeth Borne, j'ai rencontré le président de la République. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent note, ils prennent beaucoup de notes, voilà, ils ont un carnet, ils prennent des notes, et puis ils nous disent, bon ben d'accord, on se voit au discours de politique générale. On attend de voir. Est-ce qu'ils vont prendre en compte les propositions que nous avons faites? Nous-mêmes, nous avons fait 10 propositions pour que ce gouvernement, le président de la République, entende ce que nous disons, nous, à gauche. Il y a un membre de la majorité qui dit soumettre le discours à la confiance et au vote, c'est comme si on mettait sa main au feu pour voir si ça brûle. À quoi ça servirait? À quoi ça servirait qu'elle soit désavouée? C'est quand même incroyable de tout de suite avoir peur d'une assemblée constituée des représentants du peuple. Les Français ont voulu une assemblée nationale de cette couleur, c'est-à-dire bigarrée. Ils ont voulu ne pas donner de majorité absolue au président de la République et le forcer à écouter ce qui se dit sur tous les bords de l'Assemblée nationale. Donc il faudra bien que ce gouvernement, cette première ministre et le président de la République entendent cela et qu'ils soient respectueux de cette Assemblée, dans laquelle, je rappelle, il y a 151 députés de gauche et écologistes qui ont été élus sur la base d'un programme partagé dans lequel nous avons mis la hausse des salaires, la retraite à 60 ans, la revalorisation des pensions, la baisse de la CSG, le blocage des prix. Ça, quand même, quand il y a 151 députés de différentes couleurs, de gauche, qui se battent et qui ont été élus sur cette base-là, ça serait quand même fort de café qu'il n'y ait aucun signe, aucun geste, aucune mesure qui aille dans le sens de ce que nous avons entendu. Si je vous entends, on rappelle qu'il y a 250 députés élus de la majorité. Effectivement, la NUP, c'est 150. À quelles conditions si Elisabeth Borne adopte une ou deux de vos propositions, vous pourriez ne pas voter contre. Vous en prendriez acte. Non, mais c'est important de savoir. Écoutez, Madame Martichoux, il y a des salariés qui sont en grève en ce moment, chez ADP. Il y a des salariés, je ne sais plus dans quelle région, les éboueurs qui vont se mettre en grève aussi pour des hausses de salaire. Il y a les énergéticiens, EDF, ils vont se mettre en grève cette semaine. La direction leur propose 0,7% d'augmentation quand les fonctionnaires vont avoir 3,5%. Il y a tellement d'urgence sur ces sujets. Et moi, vous me dites, alors s'il y a ici un petit truc là, s'il y a un petit truc là. Il y a des salariés qui... C'est tout à fait pertinent. Est-ce que c'est l'urgence de faire tomber un gouvernement quand, au contraire, les Français... Qui vous parle de faire tomber un gouvernement? Moi, je demande... vote de confiance, il y a un risque. Je demande... Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Mais ça veut dire que vous avez déjà... Donc, vous savez déjà que ce gouvernement va continuer dans la ligne droite, de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Donc, s'il faisait ce gouvernement, s'il faisait le choix de rester droit dans ses bottes et dans la pure ligne droite de ce qu'il a fait pendant 5 ans, c'est-à-dire à
continuer de défendre les intérêts d'une minorité de privilégiés sans entendre les intérêts du monde du travail, de ceux qui ont des bas salaires et dans la précarité, comme ceux qui sont parmi les classes moyennes, où on a des couples qui travaillent tous les deux avec 2 enfants et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui ont 10, 15 ans, 20 ans d'ancienneté et qui n'ont pas vu leur salaire évoluer, eh bien si ce gouvernement n'entend pas de ses 2 oreilles qu'il va devoir changer de politique pour répondre à tous ces salariés, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et s'ils ont décidé de rester dans une ligne droite, ils restent dans leur couloir. Et nous ne pouvons pas voter ça. C'est vous qui présumez là. Nous avons été élus députés, nous, pour défendre les intérêts du monde du travail. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce qu'on peut poser une question? La question, c'est pas de faire tomber ou pas le gouvernement. La question claire, simple pour nous, c'est est-ce que dès le mois de juillet, il y a des mesures fortes pour les salariés et pour les retraités? La question c'est tout. claire, c'est que quand vous demandez la confiance, par définition, avec ce type d'Assemblée nationale, il y a un risque. Est-ce que pour les Français, il n'y a pas plus urgent que de prendre ce risque, mais d'avancer et donc de faire un discours de politique générale, ensuite aller en Conseil des ministres et travailler sur le projet de loi pouvoir d'achat? Je vous le demande. Le plus urgent, c'est que pour les 25 millions de salariés, il y ait des hausses de salaire. Le plus urgent, c'est que pour les X millions de retraités, il y ait des hausses de pensions. Eh bien, il y en a. Et pour tous les Français, le blocage des prix. Maintenant, s'il n'y a rien de cela, et s'il y a encore des petits chèques, un petit coup de 100 € ici, un petit 2% par là, ce sont des miettes, ça n'avancera pas. Le blocage et là, le pays va aller droit dans le mur. Le blocage des prix. D'abord, est-ce que vous êtes prêt à voter des mesures type prolongation du bouclier tarifaire, de la baisse de 18 centimes par litre de carburant, l'indexation des retraites, par exemple, puisque vous en parliez? Est-ce que ça, ce sont des mesures que vous êtes prêt à voter, ou est-ce que vous voterez pour ou contre l'ensemble du texte? Nous soutiendrons des mesures qui vont dans le sens de ou blocage des prix, ou on va voir sur PS. Là, c'est la prolongation de mesures qui existent déjà. Bon, vous les voterez? Mais nous mettrons nous aussi, donc vous conditionnez sur la table des propositions sur la baisse du prix de l'essence. J'ai déposé avec mon groupe une proposition de loi qui vise à réduire tout de suite de 35 centimes l'essence en baissant la TVA à 5,5%. Combien de temps? Mais le temps C'est une disposition qui va s'étaler sur combien de temps? Quand on a 60% de taxes sur l'essence, ça représente à peu près entre 90 centimes à 1 € sur un litre à 2 €. Vous imaginez? Eh bien, nous, on propose de baisser la TVA sur l'essence et à supprimer la TVA sur la TICPE, parce qu'il y a même des taxes sur les taxes. Hein, voilà, ça fait 35 centimes tout de suite, et d'aller taxer les compagnies pétrolières. Et la taxation des compagnies pétrolières, on le propose pendant 2 ans. On propose ces mesures pendant 2 ans. La taxation des superprofits, je vous en parlerai parce que vous effectivement, vous avez une proposition de loi sur la baisse de 35 centimes. Donc, ça amènerait le litre, par exemple, de 95 à 1,80. À 1,80 € au tarif où c'est maintenant, avec les baisses déjà du gouvernement. Ah non, aujourd'hui, le litre d'essence, il n'a pas 1,80 €. Non, il est à 2,10 €. Vous enlevez 35 centimes, ça fait 1,75 €, à peu près. C'est ça. Combien de temps? On peut au moins mettre ces mesures. Nous, dans la proposition de loi, nous les avons datées sur 2 ans. Voilà, nous proposons ces mesures au minimum sur 2 ans, pendant 2 ans. Mais ces baisses-là de TVA, mais combien ça coûte? Ça coûte 15 milliards d'euros, entre 15 et 17 milliards d'euros, et nous finançons à moitié cette mesure par la taxation des super-profits des compagnies pétrolières. Alors, ma question, c'est est-ce que tout le monde a besoin de cela? Parce que ça, c'est une mesure générale qui profite des plus aisés aux moins aisés. Est-ce que ça n'est pas ça la difficulté du moment? C'est de prendre des mesures qui arrosent absolument tout le monde et qui, par ailleurs, ne sont pas écolos. Eh bien, les mesures de solidarité, nous voulons nous les mettre en œuvre justement en allant rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Impôt de solidarité sur la fortune. Donc, ce que vous donnez d'un côté, vous le récupérez de l'autre. Ceux qui se baladent en Porsche et qui n'ont pas de problème de payer l'essence, ceux qui ont des super bagnoles et qui peuvent se payer des litres des pleins à 150 €, ils auront les moyens aussi de payer l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est aussi de l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État. Il y a aujourd'hui dans les entreprises du CAC 40, ces 40 multinationales les plus cotées en bourse, il y en a 4 d'entre elles qui ont réalisé des super profits. Total. 4 d'entre elles, Total, LVMH, ArcelorMittal, j'ai pas le 4e.
elles ont réalisé plus de 12 milliards d'euros de bénéfices en 2021, en pleine période de crise. Il y a parmi ces entreprises donc, des groupes qui ont des dizaines de milliers de salariés. Elles ont les moyens, elles, d'augmenter les salaires. Ces groupes, elles ne doivent plus avoir de cadeaux fiscaux. Les suppressions, les baisses d'impôts sur les impôts de production, les exonérations de cotisations, c'est pas acceptable pour ces groupes qui distribuent des dizaines de milliards d'euros de dividendes. Je préfère que l'on soutienne les PME, les TPE, les petites entreprises, les artisans, pour justement accompagner une hausse des salaires, mais que ces grands groupes ne distribuent plus de dividendes et que les bénéfices servent à augmenter les salaires et à investir en France. C'est une taxe. Alors, c'est populaire. Hein. J'imagine que si on demande aux Français est-ce qu'il faut taxer les super profits, ça fait tilt et c'est populaire. Ça, c'est sûr que si Elisabeth Borne mettait ça dans son discours de politique générale, ça changerait la donne. Mais enfin, si tout de suite, il y avait dans son discours de politique générale des mesures de redistribution... Celle-là, par exemple, ça vous semblerait ça mériterait... à marquer une réorientation de la politique gouvernementale. Je l'ai dit au président de la République. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je lui ai dit, et d'augmenter les salaires et les pensions, et d'avoir une meilleure politique de redistribution sur les super des richesses. Profits, vous a dit quoi? Oui, ça j'ai parlé de ça. Il a pris note. Il prend note. Oui, mais il vous a pas dit, tiens, ça... Non, il m'a dit, il a pris note. Parce qu'il a parlé la semaine dernière des profiteurs de guerre. Oui, mais ça, il dit ça. Oui, mais les profiteurs de guerre, il dit ça quand il va à l'étranger, mais quand il est en France, il oublie d'en parler. Donc, il y a des profiteurs de guerre. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Hein, vous avez entendu Michel-Édouard Leclerc parler aussi de la spéculation qui fait que certains produits alimentaires augmentent injustement. Des chefs d'entreprise que j'ai rencontrés du bâtiment dénoncent eux-mêmes des majors, des grandes entreprises qui, elles aussi, profitent de la guerre, de la crise pour augmenter des produits qui ne sont pas tous produits en Ukraine. Il faut arrêter quand même, il ne faut pas abuser. Des transporteurs, CMA, CGM, se font des dividendes comme jamais. Alors, lui aussi, c'est un profiteur. Ah ben, carrément. Lui, il est dans le super profit. Oui, je l'ai cité aussi. Je l'ai cité lui aussi auprès du président Macron. Donc, j'ai demandé à ce qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses pour protéger le travail en France, investir dans nos services publics. Est-ce que ce sont des entreprises qui, parce qu'elles sont sur des secteurs effectivement très demandés en ce moment et où les prix augmentent, le blé il augmente à cause de l'Ukraine entre autres. Hein. Mais le blé il est en train de pousser. Ou est-ce que ce sont des spéculateurs? Le blé il est en train de pousser et le cours du blé est en train de se jouer au cours de Chicago, à la bourse de Chicago. Il va être vendu près de 50 fois entre le moment où il est en train de pousser et le moment où il va arriver dans votre assiette. Il y a des producteurs de blé chez moi. Si je vais aller acheter le blé directement auprès du producteur à côté de chez moi, à Saint-Amand-les-Eaux, il va me dire « Ah ben non, je ne sais pas, mais pour vous, sais pas combien il va être vendu. » Pour vous, la spéculation seule explique la hausse des prix? Mais une grande partie, d'ailleurs je suis content, une grande partie de la hausse des prix est liée à la spéculation et par des grands groupes qui en profitent. Et je suis bien content que les sénateurs et sénatrices communistes aient décidé de déposer une mission d'information, une mission d'enquête au Sénat sur cette question de la spéculation, là, aujourd'hui, et qui pourrait rendre ses conclusions très rapidement. Je souhaite que la même chose soit faite à l'Assemblée nationale, que l'on ait une commission d'enquête sur la spéculation. Ça aidera tout le monde, ça aidera notre pays et ça aidera aussi nos petites entreprises. Hier, Aurore Berger, sur LCI, a d'ailleurs précisé qu'elle trouvait que dès cette semaine, pour aller plus vite qu'une commission d'enquête, donc elle jugeait un peu plus longue, il y aurait une audition par la Commission des affaires économiques des acteurs de l'Observatoire pour aller plus vite. Cette taxe sur les super-profits, vous visez 4 entreprises, elle est à hauteur de combien? Et est-ce qu'elle est pérenne ou est-ce que c'est une contribution de 30% sur 30% de taxes supplémentaires sur ces dividendes tout de suite pendant 2 ans. Comment ça s'évalue? Sur quelle partie du 30% du chiffre d'affaires? Sur les bénéfices, sur le chiffre d'affaires? 30% supplémentaires sur les bénéfices de ces entreprises. C'est une mesure de solidarité importante pour contribuer à l'effort de redressement des comptes de notre pays et pour répondre aux besoins des Français. L'effort ne doit pas être supporté tout le temps sur les mêmes.
Vous imaginez un petit peu la tête là, des salariés quand ils apprennent qu'ils ne pourront plus dépenser leur chèque restaurant comme ils le veulent parce que c'est plafonné à 19 €, alors qu'avant ils pouvaient aller au-delà et y compris les utiliser les week-ends. Pendant la période Covid, hein, Ouais. soyez précis. Et alors, eh ben, Non, non, on n'est pas encore en période de crise, c'est pas encore On une n'est plus période confinés. difficile pour les Français. Et donc, mais c'est tellement bête, pourquoi continuer à les embêter alors qu'on pourrait laisser ces mesures simples et de bon sens et qui font du bien à tout le monde, autant aux entreprises qu'aux salariés. Bien, on vous a bien entendu sur ces sujets qui, effectivement, sont très importants pour vous et on comprend. C'est du barouf, l'affaire Coquerel? Ah non, c'est pas du barouf, enfin... C'est le mot de Jean-Luc Mélenchon dans à un part, tweet hier. bon, j'ai pas entendu. En tout cas, Non, à il partir a du écrit. moment où il y a une victime qui exprime une plainte qui fait part de gestes déplacés, et je ne veux pas reprendre ces mots, mais enfin, je l'ai entendu hier, Je peux vous le il dire, est hein. important de recueillir... À la limite du harcèlement, a-t-elle dit. Pas du harcèlement, à la limite du harcèlement. Il est important de recueillir la parole de la victime et nous avons dans chaque formation politique des instances, des collectifs, des commissions faites pour ça. Comme nous, au Parti communiste français, nous avons délégué cela au collectif féministe contre le viol qui est chargé de recueillir les paroles des personnes qui auraient pu faire l'objet d'agressions de la part d'élus, de militants du Parti communiste français. C'est la même chose à la France insoumise. Donc recueillir sa parole, écouter la victime et ensuite il faut aussi donner la parole à la personne qui est mise en cause, il faut qu'il y ait une discussion, et c'est à eux, en fonction de cela, de prendre les décisions qui s'imposent. Et moi, je ne vais pas juger, commenter, on a des procédures, il faut être sérieux sur ces questions-là, c'est grave, nous sommes tous confrontés à des comportements inappropriés ou violents ou condamnables. Et donc, nous avons mis en place des commissions, des protocoles. Il faut qu'ils soient respectés scrupuleusement. Mais Jean-Luc Mélenchon dénonce une opération politique contre le nouveau président de la Commission des finances. Moi, je ne ferai pas de commentaires. Vous ne dénoncez pas la Non, mais je ne fais pas de commentaires, mais c'est des sujets tellement sensibles. Ouais. Autant pour la victime qui doit être écoutée, autant pour la personne qui est mise en cause, si cette personne est mise en cause injustement. Mais vous imaginez les conséquences que cela a, autant pour la victime quand la parole n'est pas entendue, que pour le mis en cause quand c'est injustifié. Est-ce qu'en attendant... Donc, il ne faut pas faire les procureurs et faire justice soi-même. C'est pour cela que je vous dis que nous avons mis en place des protocoles dans nos partis. Mais on a parfaitement entendu, il s'agit d'Éric Coquerel, il est président de la Commission des finances, c'est pour ça que je vous repose la question, est-ce qu'il doit en tirer des conséquences dès maintenant ou c'est beaucoup trop tôt? Déjà, la personne victime elle-même dit qu'elle ne lui demande pas de démissionner de la Commission des finances. Elle demande à pouvoir l'entendre, à ce qu'il reconnaisse les faits. Donc je pense qu'il y a besoin d'un dialogue. Et je vous dis qu'il y a des instances dans nos formations politiques qui servent à cela. Et donc il faut les activer. Ce n'est pas la justice qui est le plus importante que les la justice, internes. Mais bien sûr que si. Et le mieux, c'est que ce soit la justice qui soit saisie. Mais quand les victimes ne saisissent pas la justice pour X raisons, eh bien, les entreprises dans le secteur privé, comme les forces politiques, ont des protocoles et qui doivent être saisis. Juste, Damien Abad, il doit quitter le gouvernement ? Il doit y avoir une commission interne. Je crois que, à mon avis, il ne va pas être reconduit dans ses fonctions. Donc le problème va être réglé aujourd'hui. Vous avez des informations. Merci, Fabien Roussel. Vous avez des informations qu'on n'a pas encore officiellement. Il ne sera pas au gouvernement. Merci. Merci. Non, mais je vous demandais de confirmer, mais vous l'avez dit. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous.